Bonjour à tous, donc Élodie Serrano, je suis coordinatrice, atelier santé-ville pour le pays salonnais, donc service politique de la ville à la métropole. Et Justine Faure, moi je suis en charge de projet de renouvellement urbain, des canaux, au service politique de la ville, à la métropole aussi, du Pays Salon. Voilà, donc on va vous présenter, effectivement la démarche qui a été menée et qui est toujours en cours, hein, sur un des quartiers prioritaires de Salon, à savoir le quartier des Canourgues. Donc la démarche du FS qu'on a menée, en lien, enfin au sein de la politique de la ville avec, plusieurs personnes, ont participé à ce projet et hem, donc je vais vous les présenter. Donc cette démarche est inscrite, donc cette démarche UFS est inscrite dans le plan local de santé publique, de Salon et dans le dossier de convention du NPRU. C'est un projet qui a été financé, labellisé dans le cadre du programme régional de santé environnement 3, donc avec un financement de l'Adréal, de l'ARS et de la région Sud en 2020 et nous avons déposé un nouveau dossier en 2022. Donc, la conduite opérationnelle est assurée par le cabinet conseil Cap Méditerranée, en la personne de Michel Carbonara et se fait en lien avec le service politique de la ville, notamment l'équipe en charge de la rénovation urbaine, l'atelier santé ville et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, l'objectif, de cette démarche est d'intégrer des enjeux de santé publique dans le projet urbain d'ensemble, de promouvoir des aménagements, urbains vecteurs de santé et de bien-être. Plus précisément, ça va être d'élaborer des préconisations techniques, les plus opérationnelles possibles pour intégrer la santé dans les différentes composantes d'élaboration et de mise en œuvre du projet. La première phase, qui a été réalisée sur l'année 2020-2021, ça a été de déployer une démarche de concertation et d'ingénierie. Le but étant de créer les conditions favorables à l'appropriation, l'intégration et la mise en œuvre des recommandations qui ont été produites. On va vous présenter du coup la démarche, qui s'est fait en plusieurs phases. Donc la première étape a été de constituer une équipe projet. Donc comme je le disais un petit peu maladroitement en préambule, l'équipe projet composée de, Cap Méditerranée, donc qui est donc, du coup, le cabinet d'expertise, une partie de l'équipe politique de la ville, notamment la chargée de mission rénovation urbaine, l'atelier santé ville, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, sur le nouveau programme de renouvellement urbain. Donc ça a été de mettre en place, de préparer les instances de pilotage, de suivi. Ça a été aussi dans ces temps, ça a été d'organiser aussi la concertation, d'identifier les parties prenantes, de mobiliser le public et les partenaires et c'est tout au long, de la démarche, de suivre le projet et d'apporter toutes les adaptations qui ont été nécessaires, à chacune des phases. Voilà. La 2e action qu'on a faite, du coup, dans cette première phase, ça a été, de mener les ateliers, de concertation et de sensibilisation avec les différents acteurs. Donc on a travaillé sur différents groupes de travail où on a réuni les acteurs plutôt par type de métier, donc avec, d'un côté un groupe de bailleurs, un groupe d'associations, un groupe d'élus et un groupe de techniciens, où là on a mené des ateliers de sensibilisation, d'information sur ce que c'était que la démarche UFS, mais par le prisme aussi du projet de renouvellement urbain. Donc tout en essayant de tirer vers des exemples, d'aménagements qui auraient été faits, soit à l'échelle de la métropole, soit ailleurs, pour essayer de comprendre comment dans un projet d'aménagement, on pouvait intégrer, cette question d'urbanisme favorable à la santé et réfléchir sur les déterminants de santé, qui avaient été, du coup présentés aux différents intervenants. Et en parallèle du coup de ces ateliers qui étaient plutôt collectifs, qu'on a dû d'ailleurs faire, en visio parce qu'on était dans la période, de confinement, il y a eu aussi la réalisation d'entretiens individuels avec là plutôt les habitants du quartier. Donc là, c'était plutôt aller vers les habitants et réaliser des entretiens individuels, voilà, de ces habitants pour, voir aussi, questionner avec eux aussi la question de la prise en compte de la santé, dans l'aménagement, dans le projet d'aménagement. Donc après cette étape de sensibilisation, ça a été aussi, il y a aussi une concertation, hein, que ce soit auprès des professionnels, auprès des associations, des habitants. Ça a été d'identifier, les attentes et les déterminants cibles sur lesquels il était possible d'agir dans le cadre de cette rénovation urbaine.
Il y a aussi eu une demande particulière sur, le vieillissement de la population, enfin en lien avec, un bailleur social, de travailler sur les questions de vieillissement. Donc il y a une recherche qui a été menée, par l'ORS PACA, notamment sur l'adaptation des logements au vieillissement et le recours aux nouvelles technologies. Mmh. Et enfin, du coup, dans cette première phase, suite du coup à la sensibilisation, l'information, puis la concertation, il y a eu, un travail sur les recommandations, qui sont issues du coup du travail de concertation et de capitalisation aussi des autres, guides et des autres, productions qui ont été faites, dans le cadre de l'UFS à l'échelle de la France, donc que ce soit, par l'ORS PACA, le HESP et le guide Isadora. Donc on a essayé de travailler sur ces recommandations-là qui étaient plutôt, bibliographiques, on va dire, en les adaptant au contexte local. Et ensuite, donc comme le disait Élodie, on a enfin il y a quelques déterminants qui ont été sélectionnés, en tout cas, prioritaires, à traiter au quartier des canaux en fonction du contexte. Et du coup, il y a aussi, cette question-là de cibler des EIS et notamment des projets d'aménagement qui pourraient faire l'objet, d'EIS par la suite. Donc ça, c'est la voilà, la dernière étape qui va être Alors on va revenir un petit peu sur ces étapes-là. Concrètement, donc on a eu, de nombreuses réunions avec cette équipe projet. On a mené enfin 6 ateliers de sensibilisation, de concertation, ce qui a permis d'échanger avec de nombreux acteurs locaux. Il y a eu 48 habitants qui ont été rencontrés lors des entretiens individuels. Il y a eu aussi des relevés d'observation sur site, des synthèses pairs déterminants qui ont permis d'identifier les pistes de travail et leviers d'action. Et au final, il y a un document qui a été, élaboré avec une formulation de 30 préconisations et la valorisation de cette fiche de recommandation. Donc on va revenir sur ça dans la suite. Et on a commencé à identifier des projets qui pouvaient faire l'objet d'une EIS, également. On revient sur la conversion. Donc du coup, de façon plus concrète sur la concertation, donc les ateliers, ils ont été, pour rentrer un peu dans le fonctionnement du projet, ils ont été co-animés par, du coup, le cabinet Cap Méditerranée, mais aussi, la direction politique de la ville, au niveau de l'échelle du CT et au niveau, du coup, central avec, Stéphanie Casanova. Et l'idée, c'était vraiment de co-animer ces ateliers, avec le prisme renouvellement urbain et le prisme du coup, atelier santé ville et puis, santé. Donc c'était à plusieurs voix. Donc ça, ce que je disais, c'est que ça a mobilisé du coup, différents, types de professionnels, selon d'ailleurs les différents types de professionnels, on a plus ou moins de monde. Par exemple, on a eu beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour découvrir la démarche, donc ça a été très attractif pour les associations du quartier. On s'attendait pas forcément à une telle mobilisation des associations. Les bailleurs aussi. Pour les techniciens, c'est toujours un peu plus difficile et les élus également, mais on a quand même eu du monde. Et ce qui était intéressant aussi, donc on a présenté la démarche, expliqué le concept, on a présenté les 15 déterminants avec à chaque fois des exemples pour que ce soit un peu plus clair parce que pour des personnes qui sont pas, dans la démarche ou qui sont pas dans les questions de santé et moi en premier lieu, j'étais pas dans ces questions-là quand on a fait donc cette sensibilisation, elle a aussi permis de sensibiliser l'équipe renouvellement urbain aussi, donc d'un côté. Et du coup, donc on avait toujours ces exemples-là, imagés, et après c'était des débats, avec les participants sur, tel déterminant, est-ce que c'est une priorité ou non canaux? Sur quels espaces? Comment on la traite? Quels exemples, de benchmark on pourrait aussi, utiliser au canaux ou adapter? Et ensuite on a eu une restitution, de l'ensemble des productions de ces ateliers parce que c'était de la sensibilisation, mais un peu mélangée à de la production, lors d'un séminaire de co-construction où là on avait tous les participants mélangés et du coup là où les différents participants, que ce soit bailleurs, techniciens, associations, élus, ont pu aussi échanger sur leur vision de l'UFS. C'est pour vous dire que lors de ce séminaire de co-construction, on a pu vraiment, les différents participants aux ateliers, que ce soit techniciens, bailleurs, associations, ont pu échanger aussi sur leur vision et l'approche de l'UFS parce que dans chacun des ateliers de sensibilisation, on avait vraiment des réactions différentes en fonction du type de professionnel. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire qu'à la fin, c'était important d'avoir ce temps collectif. À partir de toute cette concertation, il y a eu un guide qui a été produit qui a été réalisé à partir des guides de bonnes pratiques, hein, que ce soit, le HESP ou Isadora. On n'est pas parti de rien, on l'a juste adapté au contexte local et aux problématiques, et aux constats qui ont été faits sur le quartier. Donc, on je reprends là les 15 déterminants que tu as présentés en introduction. On a fait un certain nombre de préconisations sur chacun de ces déterminants, qui renvoient à des fiches, de recommandations.
Donc Justine va expliquer un petit peu plus, sur un exemple, ce qu'il en est. Voilà, donc par exemple, si on prend l'exemple, donc on est sur le déterminant cohésion sociale et équité, donc il y a eu plusieurs, constats qui ont été faits autour notamment de la mixité sociale, mixité d'usage avec, l'idée de créer des espaces de rencontre, de solidarité, comme un enjeu aussi de créer ces espaces un peu libres, qui est aussi un enjeu de la concertation du projet urbain dans sa globalité. Donc ça a amené en fait à certaines, préconisations. Comme par exemple, la préconisation, alors numéro 7 là, prévoir la création d'espaces libres que les habitants pourraient investir comme ils le souhaitent. Ça voilà, cette préconisation par exemple, c'est quelque chose que dans tous les projets de renouvellement urbain, on va pas forcément mettre en place, et là, via le fait qu'on a eu cette démarche du FS et qu'on a eu cette préconisation, on peut appuyer du coup ce type de projet et ce type d'aménagement et la justifier et expliquer en quoi du coup, c'est intéressant, dans le cadre de l'UFS de travailler sur ce type d'espace-là. Il y a aussi la question de proposer des jardins partagés. Donc là, par exemple, ça, c'est quelque chose d'un peu plus commun aux projets de renouvellement urbain, aux projets dans les quartiers prioritaires. Il y a beaucoup de projets de jardins partagés. Donc ça, c'est une autre, préconisation. On aurait fait les jardins partagés dès le départ. Par contre, est-ce qu'on va les faire de la même façon qu'on les avait pensés sans l'UFS? C'est pas sûr. Et après, à partir de ces préconisations, elles s'illustrent en fait dans des fiches de recommandations opérationnelles et ces fiches de recommandations, elles partent plutôt du levier spatial, c'est-à-dire voilà, on va se dire, on veut valoriser, la fonction sociale des espaces d'interface et des espaces communs, et là, en fait, sur ces espaces-là, on va avoir un certain nombre de recommandations qui illustrent, enfin, en tout cas, qui détaillent, la mise en œuvre de la préconisation qu'on avait, initialement. Donc, sur ces exemples-là, par exemple, on était, donc juste pour vous illustrer, la question des espaces, appropriables par les habitants. Il y a une association et là, c'était assez intéressant parce que c'est l'association dans l'atelier de sensibilisation qui nous a dit: «Ah beh tiens, moi j'ai vu ça, ils font des jeux au sol, en extérieur, ça permet aux enfants de bouger». Du coup, ça pourrait résoudre aussi des problèmes, je sais pas, liés à l'obésité, ce genre de choses. Mais ça aussi permet aussi, aux enfants, un apprentissage, plus facilitant avec des jeux de lettres, des jeux de chiffres et cetera. Donc là, c'était ce qui était intéressant, c'est que c'est venu, pas des experts, de l'équipe RU, renouvellement urbain ou, de l'équipe, politique de la ville, c'est venu d'une association de par la sensibilisation. Donc c'est aussi l'appropriation de la démarche par l'ensemble des partenaires qui est un point important. Et après on vous a mis des images d'exemples de jardins partagés qui étaient pensés par une démarche UFS. Il y a la question de la visibilité depuis les bâtiments, des espaces de jardin, ce qui fait que les personnes âgées qui sont dans leur logement, ils ont la vue sur les jardins et ça permet aussi, une amélioration de leur cadre de vie depuis l'intérieur des logements et cetera. Donc là, c'est pareil, il y a des projets de jardins partagés qui sont travaillés sous le prisme de l'UFS et d'autres, pas du tout et ça donne pas le même, type de projet d'aménagement au final. Alors la prochaine étape, ça va être d'accompagner du coup, enfin d'accompagner ce guide, c'est-à-dire comment on intègre les préconisations, les recommandations, hein, qui ont été donc, élaborées dans ce guide, opérationnel. Comment on les intègre dans les différents, documents de programmation, urbaine. Donc c'est le dossier qui a été déposé, dans le cadre du nouvel appel à projet santé environnement. Donc on a notre, Cap Méditerranée qui a redéposé un dossier, donc toujours en lien avec notre service et les différentes étapes qui vont donc le travail qui va se réaliser, on l'a réfléchi, en plusieurs étapes. Notamment la première étape, ça va être de remobiliser le comité de pilotage. Donc c'est vrai que sur, la première phase de cette démarche, il y avait eu un comité de pilotage en début et fin de projet. Donc c'est de remobiliser les élus, les techniciens, les financeurs autour de la démarche UFS. C'est de constituer aussi un comité de suivi opérationnel, hein, en associant, les bailleurs. C'est d'organiser aussi un séminaire de travail pour dresser un état d'avancement des processus et programmation des projets et ça va être d'associer bien sûr les habitants tout au long, de l'action. Ensuite, la deuxième phase là de cette étape 2, ça va être, donc on a fait la sensibilisation des acteurs du territoire, mais ça va être de sensibiliser maintenant les maîtrises d'ouvrage et les opérateurs, donc ceux qui vont vraiment construire dans le quartier. Les opérateurs qui vont construire du logement, ceux qui vont travailler sur les aménagements extérieurs, qui sont des personnes qu'on n'a pas encore, qui n'ont pas été intégrées dans les phases de sensibilisation parce qu'ils n'étaient pas opérationnels et qu'ils n'étaient pas forcément désignés à ce stade. Donc là, ça va vraiment être de les sensibiliser eux pour qu'ils puissent prendre en compte la démarche, dans leurs opérations.
Nous, au renouvellement urbain, on coordonne l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, mais on n'a pas la main sur tous les travaux exactement qui vont être faits, tous les cahiers des charges qui vont être montés. Ensuite, ça va être, d'examiner, la prise en compte de toutes ces préconisations-là dans les différentes phases de projet. Donc c'est notre assistance à maîtrise d'ouvrage et les architectes urbanistes qui vont déjà intégrer toutes les préconisations dans les documents qui décrivent le projet urbain. Donc ça va être le plan guide qui décrit la totalité du projet, mais des plans de secteur qui sont plus sectorisés et plus détaillés, jusqu'à des fiches de l'eau qui constituent en fait la programmation urbaine et architecturale d'un projet. Donc on va vraiment avoir dans chaque document technique le volet UFS qui sera explicité et renvoyer vraiment à quel projet répond à quel déterminant et par quels moyens. Et ensuite, ça va être, participer du coup, à l'instruction et à l'appréciation des projets qui sont présentés par les différents maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre, sous le critère UFS. Donc c'est un point qui est important, c'est vraiment toutes les étapes de déroulé du projet depuis, la construction de la fiche de l'eau jusqu'à la livraison. Ça va être de vraiment vérifier, enfin en tout cas apprécier, ou pas la mise en œuvre de ces préconisations. Et pour ça, du coup, ça va être aussi la phase 3. Ça va être, pour nous aider à cette instruction via l'UFS, ça va être de produire plutôt un référentiel de suivi et d'évaluation, pour s'assurer de cette intégration des préconisations. C'est comment est-ce qu'on va, déterminer, heu des outils d'évaluation, des indicateurs et cetera qui nous permettront de suivre dans la durée la prise en compte ou non de ces préconisations et de rectifier le tir si c'est encore possible. Par exemple, dans l'élaboration d'un cahier des charges pour une maîtrise d'œuvre ou même d'un cahier des charges pour une entreprise ensuite dans la réalisation des travaux. Parce que ça peut aller jusqu'à comment est-ce qu'on réalise les travaux pour avoir le moins de nuisances aussi et cetera. Donc on n'est pas forcément que sur le rendu et la réalisation finale, mais c'est aussi comment on la produit pour avoir un chantier, entre guillemets, qui serait le plus, urbaniste favorable enfin voilà, favorable à la santé, ou en tout cas le moins nuisible, on va dire. Voilà. Voilà et puis la dernière étape, ça va être vraiment en lien avec le contrat de ville. C'est comment on accompagne aussi l'émergence de projets, dans le quartier aussi, qui portent sur les déterminants de santé relatifs à la cohésion sociale, la citoyenneté. Donc ça, ce travail, c'est voilà, ça va se faire avec l'équipe politique de la ville, avec l'ensemble des chargés de mission. C'est effectivement comment, au niveau de la pro le de contrat de ville, on mobilise, les projets sur le quartier. Donc pour vous donner des exemples, parce qu'il y a sur le dernier volet dont vient de parler Elodie, pour vous donner des exemples par rapport à cette question-là de sensibilisation qu'on a eue l'année dernière, on a déjà des projets qui se sont un peu, mis en place, alors à l'initiative des structures associatives, notamment un projet alors pour anticiper les jardins partagés du centre social qui propose la création de jardinières sur, la place de l'Europe, donc c'est un peu la place centrale du quartier, pour en fait déjà commencer à cette pratique du jardinage, mobiliser les habitants autour de cette pratique du jardinage et puis voilà, de ces plantations-là, pour qu'ensuite le projet de jardin, il soit le plus adapté. Donc on va être sur des bacs surélevés aussi, donc coup pourra être adapté aux personnes âgées. Donc voilà, ça on a déjà un démarrage un peu embryonnaire du projet, mais qui est issu aussi de cette démarche-là, du FS. Et après il y a le projet Crée ta place, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des jeux dans l'espace public au sol. Donc c'est des projets qui nécessite pas beaucoup d'investissement. Comme cette place-là de l'Europe, elle va être refaite complètement, on peut pas non plus investir, créer des jeux, ensuite les démolir et cetera. Mais du coup, c'est des structures associatives, donc qui est la ludothèque et un centre culturel plutôt, qui proposent en fait aux écoles du quartier de créer des jeux, en classe et ensuite de les mettre, en œuvre sur la place de l'Europe, alors via des chantiers d'insertion et cetera, un peu comme on a vu sur les images. Et du coup, ça, c'est un projet qui est pas forcément périn en tout cas en lieu et place dans le projet de renouvellement urbain à terme, mais c'est une 1re expérimentation dans la phase, de préparation du projet, enfin de concertation et de mise en œuvre du projet. Donc c'est un projet, temporaire, on va dire, transitoire. Mais après on expérimente et on a bon espoir que du coup on trouve à terme des espaces dans le projet de renouvellement urbain sur lesquels on pourrait recréer ces jeux. Alors soit ceux qui ont le mieux marché, soit d'autres et cetera, mais voilà et ça, c'est un projet à l'initiative des structures suite à la démarche, du FS à laquelle ils ont participé. Et après, un peu plus dans le dur, il y a un projet, dédié d'aménagement dédié aux pollinisateurs, sur un espace, de restanque un peu naturel qui va aussi être mis en place, courant 2022 et ça, voilà, donc c'était un projet qui était,
concomitant, on va dire, à la démarche du FS, mais qui va être mis en place rapidement et qui va pouvoir aussi tester, en fait, la prise en compte, dans la mise en œuvre opérationnelle de ces déterminants de santé. Donc là, on a des écologues qui sont sur site pour faire les inventaires et ensuite on aura, tout ce lien avec, le projet d'aménagement qui sera fait aussi, en intégrant la question des déterminants de santé. Donc c'est donner accès aussi, à cet espace naturel et ça favorise aussi le bien-être des habitants et cetera. Donc voilà, c'est pour vous indiquer que, la démarche en fait, on ne doit pas attendre qu'elle soit complètement finie pour mettre en œuvre des projets, mais les choses se font en parallèle, parce qu'en fait ça investit fortement les acteurs du quartier. Donc, une dernière étape va être de réaliser des évaluations, d'impact en santé sur des aspects du projet qui vont être ciblés. Donc il faut quand même pour réaliser ces EUS qu'on est assez avancé dans le projet de renouvellement. Donc c'est vrai que c'est à plus ou moins long terme. Je rappelle juste que l'EIS est une analyse prospective, hein, qui vise à anticiper les effets potentiels sur la santé des projets afin d'en minimiser les impacts négatifs et d'en maximiser les impacts positifs. Donc on a ciblé déjà 3 projets qui potentiellement pourraient bénéficier d'une évaluation d'impact en santé, donc où il faudrait aller plus loin, effectivement sur cette évaluation. Donc on a ciblé, je vais peut-être Justine te laisser en Ouais, parler un petit peu. on a ciblé alors on va peut-être passer directement aux images comme ça vous verrez. Donc on a ciblé un projet de sentier doux, donc c'est un projet de sentier doux à l'intérieur du parc résidentiel des bailleurs. Donc c'est un projet qui était déjà, avec une forte, orientation culturelle, co-construction, co-réalisation avec des chantiers participatifs. Mais c'est un cheminement qui va favoriser du coup la marchabilité des habitants, mais aussi les déplacements en mode doux, en vélo, en trottinette et cetera. Et du coup, le comment je me déplace à pied dans un environnement agréable et on s'est dit que c'était aussi l'opportunité de travailler du coup plus en profondeur sur la question de la santé en lien avec ce cheminement, même s'il est déjà en lui-même du fait que c'est un cheminement mobilité douce, ombragé et cetera. Il est déjà adapté, enfin, en tout cas, c'est déjà une plus-value pour la question de la démarche EFS, mais comme c'est un lieu sur lequel on a vraiment la main sur la question d'aménagement et on a vraiment les habitants impliqués, voilà, ça nous paraissait assez opportun, d'aller vraiment beaucoup plus loin et de pouvoir avoir une évaluation du projet aussi, pour avoir un retour, aussi sur ce cheminement-là et voilà, d'avoir un projet un peu phare. La deuxième, c'est plutôt la place centrale du projet, donc c'est la place que vous voyez en photo, la place de l'Europe, là, dont je vous parlais, où il y aurait des jardinières déjà cette année et des jeux, au sol. Ça, c'est parce qu'on a ciblé ce projet parce que c'est vraiment, le gros réaménagement du quartier où on retourne la place, on a une démolition, on a la construction d'équipements et du coup, ça nous paraissait intéressant de pouvoir évoluer sur un très gros projet, enfin, en tout cas, avec, beaucoup de transformation, il y a une question sur le dénivelé et cetera, donc voilà, de pouvoir évaluer quelque chose d'un peu plus complexe aussi sur cette question où là, on n'a pas forcément des choses bénéfiques, en tout cas pour le moment, mais de pouvoir du coup améliorer le projet, via cette évaluation. Et le dernier, où là, on est plutôt dans l'exemple du premier projet, mais en fait, on va avoir un réaménagement du parc de la Bastide-de-Hotte qui est le poumon vert un peu du quartier et l'objectif, c'est de renforcer son attractivité pour les habitants. Et là, c'est pareil, on a déjà pas mal de choses qui pourraient être favorables à la santé, mais des fois, on se trompe assez en se disant: «Bah, tiens, il y a déjà des arbres, il y a déjà des végétations, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, de favorable à la santé?» Donc là, c'est pour pouvoir vraiment aller un peu plus loin aussi et de pas, créer des contresens d'aménagement dans cet espace vert, qui peuvent facilement se faire aussi, si on ne travaille pas sur ce prisme-là. Donc voilà, sur ces 3 projets. Après bien sûr, ça peut évoluer en fonction déjà de l'évolution du PRU, mais aussi, des possibilités de financement de Mmh. ces EIS et cetera. Ce sera peut-être 1 EIS, peut-être 2, peut-être 3, peut-être pas exactement sur ces projets, mais voilà, en tout cas, on en est là à l'étape de la réflexion. Sachant que ces EIS auront lieu bien plus tard, une fois qu'on aura vraiment une maîtrise d'œuvre qui aura dessiné le projet, de façon plus adaptée, enfin plus précisée, plus précise. Voilà. Merci infiniment à toutes les deux pour cette présentation très riche et, euh, passionnante en fait, hein, qui est une parfaite illustration finalement d'un partenariat et d'une co-construction intersectorielle, donc entre deux politiques, hein, de publiques qui sont l'urbanisme, l'aménagement et la santé. Donc assez exemplaire. Donc on voit comment vous avez pu travailler main dans la main et en étroite concertation et collaboration. Donc j'ai quelques questions que je vous poserai après. Je vais laisser la parole aux participants pour obtenir les éventuelles questions ou partage d'expérience, évidemment. On vous écoute.
la démarche, elle va vraiment suivre la durée, en fait, hein, du coup, du projet de renouvellement urbain. Donc on l'a fait démarrer quand on a eu les bonnes conditions aussi pour pouvoir le faire, hein, notamment avec l'opportunité d'un appel à projets. Donc ça a démarré en 2020-2021. Avec le covid, on a dû un peu se décaler. Mais après, on est sur différentes phases, voilà, vraiment au gré de voilà, des financements qu'on peut avoir sur cette enfin voilà, qu'on peut avoir sur la démarche et puis de l'avancement Du du projet, ouais. projet, hein, de rénovation urbaine. Mmh. Comme l'idée, c'est de pouvoir aussi vérifier la mise en œuvre réelle, dans les chantiers des préconisations. C'est vrai qu'on a besoin de cette évaluation jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à la dernière Mmh, opération, on va dire. c'est Après ça. ça pose quand même la question du financement de la démarche sur le long terme, et ce qui est important, étant donné qu'on va avoir plusieurs maîtrises d'ouvrage et plusieurs maîtrises d'œuvre qui vont se succéder selon les opérations, il faut qu'on ait toujours cet accompagnement-là pour pouvoir, les sensibiliser, les acculturer, voilà, les faire rentrer dans la démarche. Donc, c'est pas forcément, enfin, l'équipe politique de la ville ou renouvellement urbain, ils ont pas forcément la compétence spécifique UFS, donc d'où l'importance d'avoir un accompagnement sur la durée parce qu'on va avoir des partenaires qui vont changer et qui vont évoluer, quoi. Pour moi, le projet de renouvellement urbain en soi et c'est la particularité des projets de renouvellement urbain, alors après sur d'autres projets d'aménagement, ça pourrait aussi se enfin, être parallèle, mais c'est qu'en fait, on a un projet un projet social qui s'adapte à de l'aménagement et pour moi, toutes les composantes, que ce soit d'être à l'intérieur, pas dans une équipe renouvellement urbain isolée, je suis vraiment dans l'intérieur d'une équipe politique de la ville avec différents chargés de mission, santé, culture, prévention de la délinquance et cetera et c'est vraiment comment on intègre toutes ces composantes politiques de la ville dans l'aménagement et c'est pas le projet d'aménagement qui déroule, c'est vraiment le projet social qui vient nourrir et ça, pour moi, ça rend en fait le projet d'aménagement d'autant plus riche et d'autant plus adapté aussi aux problématiques du quartier, aux usagers, voilà et la 2e chose, c'est le lien en fait entre l'UFS et les questions environnementales. On voit très bien que nous, on a une démarche aussi forte sur le PRU, sur la question la démarche, adaptation et atténuation, donc atténuation et adaptation au changement et on voit en fait que les 2 démarches, elles se recoupent assez fortement sur plein de sujets et on va avoir des préconisations dans les 2 côtés qui vont se regrouper et on voit sur les enjeux en tout cas d'aménagement et d'urbanisme, actuel, c'est quelque chose d'assez important et ce qui est intéressant avec la démarche UFS, c'est qu'on rajoute cette, question santé, bien-être aussi, et pas seulement, l'aspect technique, énergétique et cetera. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment, cette démarche, elle permet d'améliorer le cadre de vie, dans tous les cas, des habitants plus tard et pour moi, le projet d'aménagement, s'il a pas ça comme objectif, je vois pas effectivement quel objectif ce serait, quoi. Donc c'est vrai que ça participe, ça amène vraiment une plus-value et un regard, différent sur toutes les contraintes d'aménagement qu'on a et des fois, ça résout aussi des problématiques. C'est-à-dire qu'on va avoir, plus ou enfin, certains choix à faire d'aménagement et le fait d'avoir l'argumentation du projet UFS, enfin de la démarche UFS, ça va permettre de trancher et de couper. Après, on voit qu'il y a aussi pas mal de sujets sur lesquels on rentre en contradiction, même des fois entre 2 déterminants ou entre 2 démarches, entre la démarche, enfin voilà, entre le déterminant, je sais pas moi, on veut planter, mais en même temps pas d'espèces allergènes, mais en même temps des fruitiers pour, travailler sur l'alimentation et cetera. Donc on voit que les choses, et voilà, en tout cas tout ça, ça enrichit la réflexion, heu, sur les territoires. Donc voilà, je pense que c'est qui vient, améliorer en tout cas la prise en compte, du bien-être et du cadre de vie, quoi. Donc voilà, ça peut qu'améliorer le projet en tout cas. C'est vrai que c'est une démarche qu'il faut rentrer, il faut libérer du temps pour le faire, mais c'est d'autant plus enrichissant, quoi. Bah, c'est déjà sur le quartier, on a un ensemble d'associations, de projets, hein, autour de la santé. Donc déjà ça a Mmh. été, effectivement, on en discutait avec Justine, ça a été, effectivement facilitant. Hem, Après on a des élus, voilà, convaincus aussi de cette démarche-là, qui sont, bah, voilà, qui participent aussi, au comité de pilotage, qui ont participé à la concertation. Donc voilà, on a des élus, vraiment voilà, qui nous ont suivis. Heu, Après effectivement la richesse aussi qu'on a sur le territoire du pays salonnais, c'est d'avoir qui regroupe, voilà, l'ensemble de chargés de mission voilà, de différentes thématiques et notamment que la chargée de mission en rénovation urbaine soit intégrée à l'équipe. Mmh. Donc effectivement, on a la proximité qui fait que voilà, on mène
la démarche du FS en même temps que le projet d'innovation urbaine, voilà, en concomitance donc c'est vrai que ça a été facilitant d'être en proximité aussi, Je disais que la 1re raison, le fait d'avoir des équipements tournés vers la santé dans le quartier, c'était vraiment un point de démarrage aussi de l'intégration de la démarche UFS. Ça a permis aussi de convaincre, que ce soit les élus ou même les techniciens, du bien-fondé de la démarche aussi, parce qu'on s'articule aussi avec des projets de santé qui font venir des personnes en fragilité de santé et du coup, voilà, ça a permis d'être un argument complémentaire, en tout cas, pour le lancement de la démarche. sur les EIS, alors c'est déjà on est sur des projections, hein, d'EIS, sur Tu on est sur des projections, donc c'est vrai voilà, on a déterminé, ce qui pouvait rentrer dans le cadre de l'EIS. Après effectivement, il faut quand même que le projet soit assez avancé pour qu'on puisse réaliser une EIS. Donc on n'a pas encore tout, voilà, on est pour l'instant sur juste de la projection, sur des points, enfin sur des aménagements qu'on a ciblés comme, importants sur le quartier, sur lesquels il faudra apporter une attention supplémentaire par rapport à la démarche UFS. Mais pour l'instant, on n'est pas allé encore, plus loin sur l'EIS. Nous pouvons clore ce deuxième webinaire de la série des rendez-vous santé collectivité. Merci encore à Élodie et Justine pour cette présentation fort détaillée, fort intéressante.